Donc, les 4 avantages clés de la holding, le premier, c'est de payer moins de charges sociales. Je vais vous expliquer comment ça marche. Le deuxième, c'est d'optimiser sa trésorerie, d'utiliser intelligemment sa trésorerie. Ensuite, je vais vous expliquer comment la holding permet de transmettre de son patrimoine, une partie de son patrimoine à un conjoint ou à ses enfants, ses descendants, sans payer 1 € de droits de succession. Et puis surtout, l'énorme avantage de la holding, c'est le fait de pouvoir, le jour où vous vendrez des parts de votre société, eh bien de payer pratiquement aucun impôt sur les plus-values le jour où vous vendez les parts de votre entreprise dans laquelle vous avez votre activité. Et je vous expliquerai ensuite, je vous l'ai dit, comment créer votre holding. Donc, une société holding, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, une holding, c'est une société qui prend des prises de participation dans d'autres entreprises. D'accord? Donc, ça peut être des participations de 1%, comme ça peut être des participations de 100%. Alors, en général, on dit qu'une holding a des prises de participation dans une filiale lorsqu'elle en exerce le contrôle, donc quand elle a plus de 50%. Donc, dans la plupart des cas, si vous êtes entrepreneur solo ou que vous avez une petite entreprise, eh bien, l'objectif de la holding, je vous expliquerai moi ce que j'ai fait pour mes affaires, ce que je fais pour mes affaires professionnelles depuis une quinzaine d'années, et vous verrez que j'utilise une holding, mais pas pour la totalité des titres que je détiens dans mon entreprise d'exploitation principale. Donc un petit schéma qui vous montre les choses. La holding, elle peut avoir, ça peut être une SAS, une SASU, ça peut être une EURL, ça peut être une SARL, ça peut être toutes les formes de sociétés. Voilà, vous pouvez utiliser, il n'y a pas de règle. Souvent, les entrepreneurs créent des EURL ou des SARL pour les holdings, tout simplement parce qu'elles permettent de bénéficier du régime des travailleurs non salariés, on va le voir, qui permet de baisser assez sensiblement le montant de ses cotisations sociales. D'accord? Donc la holding, comme on l'a vu, elle détient un certain pourcentage des titres d'une autre société qui elle-même peut être une SASU, une SAS, une URL, une SARL. Le seul cas que vous voyez qui ne figure pas aussi bien au niveau de la holding que de la société d'exploitation de la filiale en dessous, c'est le IRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée, tout simplement parce qu'elle n'a pas de capital social. Et donc, de ce fait-là, eh bien, on ne peut pas détenir des parts d'une EIRL. Une EIRL, c'est une entreprise individuelle, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, si vous êtes en EIRL, la meilleure façon, ce sera à un moment ou à un autre de basculer en EURL. C'est une opération qui peut se faire. Mais là, dans nos deux exemples, on va rester sur les formes que je vous ai indiquées, toutes sauf le IRL, évidemment la micro-entreprise également. Alors, la holding d'animation, premier élément clé, c'est la holding d'animation qui permet de payer des charges sociales. Une holding d'animation, c'est quoi? C'est une holding qui va facturer des prestations à ses filiales. Donc, le dirigeant va être rémunéré au niveau de la holding et non pas au niveau de votre société en bas. Pourquoi? Parce que si la société d'exploitation, la société A, dans laquelle vous avez le principal de votre activité, si c'est une SAS ou une SASU, vous savez que vous payez 75% de charges sociales sur votre rémunération nette. Alors que si vous êtes en URL ou SARL, vous payez beaucoup moins et en général entre 35 et 45% de charges sociales. Donc, une des premières fonctions de la holding, ça va être de permettre, tout en gardant le statut de SAS en dessous, notamment si vous faites rentrer des associés ou si vous voulez lever des fonds, eh bien, la holding, elle va vous permettre de garder ou d'avoir un statut de travailleur non salarié, financièrement beaucoup plus intéressant, tout en gardant votre activité principale dans une structure type SASU. Encore une fois, très utile si vous vous associez ou si vous levez des fonds. Donc, dans le schéma, vous le voyez, la holding va facturer des prestations, ce qu'on appelle des management fees, des honoraires d'animation à la société qu'elle contrôle. Et ces facturations vont lui permettre de remonter la trésorerie pour rémunérer son dirigeant.
Alors, je disais holding, holding d'animation. Il y a deux formes de holding. Il y a la holding d'animation et la holding pure. La holding pure, c'est une holding dans laquelle le dirigeant n'est pas rémunéré et qui a pour seule fonction de prendre des participations dans des sociétés. Donc, l'avantage de la holding, le deuxième avantage de la holding, c'est que ça va permettre d'optimiser le cash de l'entreprise et du groupe. Si vous avez de l'argent dans votre société, société A, et que vous voulez l'utiliser pour aider, pour investir, pour développer une autre activité, eh bien, vous n'avez pas d'autres moyens, vous ne pouvez pas, avec votre société A, prêter de l'argent à une société B, surtout si vous êtes associé, vous, personne physique, dans les deux sociétés. Hein. Ça peut être considéré comme un abus de bien social. Vous ne pouvez pas prendre l'argent dans une structure dans laquelle vous êtes actionnaire pour aller le mettre dans une autre structure dans laquelle vous êtes aussi actionnaire. S'il n'y a pas de lien autre que vous entre les deux structures, eh bien, c'est interdit par la loi. Hein. Les sociétés ne peuvent pas prêter de l'argent à d'autres sociétés comme ça, qui sont les unes des autres indépendantes, sauf si c'est une filiale ou sauf si elles ont la même société mère, c'est-à-dire si elles font partie du même groupe. Donc, par ce schéma-là, eh bien, la holding, elle va vous permettre de remonter de la trésorerie qui est dans la société A, vous allez la remonter au niveau de la holding pour la prêter à la société B. Vous voyez? Donc, la holding, elle permet de faire circuler de l'argent. Donc, elle permet de mettre la trésorerie là où c'est le plus intéressant et de parfois consolider, faire ce qu'on appelle un pool de trésorerie, même dans les très petits groupes. Hein, même ce que je suis en train de vous montrer, c'est les montages qui se font même quand il n'y a qu'un seul entrepreneur. Par exemple, si la société B elle a pour vocation à investir dans de l'immobilier, l'immobilier d'entreprise ou l'immobilier locatif, eh bien, par ce biais-là, avec la holding, vous pouvez prendre la trésorerie qui est dans votre société A, la remonter dans la holding et la mettre dans la société B. Si vous faites vous devez rédiger pour ça une convention de gestion de trésorerie et ça vous permet encore une fois, de faire ces circuits d'argent. Alors, il faut le faire intelligemment. Le fisc surveille et contrôle. Techniquement, c'est autorisé. Maintenant, il ne faut pas que ça ne serve qu'à optimiser et qu'à valoriser le patrimoine de l'entrepreneur, tout simplement parce que c'est accepté fiscalement à partir du moment où il y a une logique groupe, à partir du moment où toutes les structures du groupe convergent, font converger leurs intérêts économiques et intérêts financiers. Voilà. Donc la holding, elle a pour fonction de permettre d'optimiser la trésorerie des entreprises en jouant le rôle de structure pivot qui va redistribuer l'argent aux participations, aux entreprises dans lesquelles la holding a des participations. Troisième avantage fiscal, j'espère que vous prenez des notes, hein, ça va vite, mais vous allez voir, on va tous les voir. Troisième avantage fiscal, 0% de droit de succession. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple, vous allez voir. Dans une holding, en général, un certain nombre d'entre vous, dans une société, pardon, la plupart d'entre vous êtes actionnaires seuls de votre société. C'est le cas des SASU, des EURL. Le jeu va consister à faire venir, monter au capital, votre conjoint ou vos enfants, un ou plusieurs. Bon. Donc, vous les mettez au capital, et de cette façon-là, en le mettant au capital de la holding, eh bien, lorsque votre activité principale, qui est peut-être une valeur de 100 000 € au moment où vous faites rentrer votre conjoint au capital, lorsque la valeur de votre entreprise, société A, va se développer, eh bien, cette création de valeur, ça va générer une augmentation de la valeur des parts de la société A dans la holding, donc ça va augmenter la valeur des parts, les 20% que vous avez donné à votre conjoint, ce qui va permettre de transmettre une partie de votre patrimoine de façon automatique à l'ensemble des actionnaires, donc le membre de votre famille, votre conjoint, vos enfants qui auront été associés. Vous voyez? Donc le schéma, il est simple. Plus votre société va se valoriser, plus vous allez indirectement transmettre du patrimoine à vos conjoints ou à vos enfants, puisqu'ils sont actionnaires
à 20%, ça peut être 30%, ça peut être 10% de de la holding. D'accord? Donc vous allez me dire, ah ben oui, mais ça pourrait aussi se faire au niveau de la société A. Pourquoi ne pas les associer directement au niveau de la société A? Je vous déconseille de le faire parce que si vous vendez, demain après-demain votre société, eh bien, ça va mettre de l'impôt sur tous les bénéficiaires et puis ça fera peut-être remonter de l'argent, si vous voulez, dans les mains des autres actionnaires, donc de vos enfants. Ce ne sera peut-être pas le moment le meilleur pour eux de percevoir le fruit de la vente de votre entreprise. Donc, en les mettant actionnaire, non pas au niveau de la société A, mais au niveau de la holding, vous maîtrisez beaucoup plus la gestion du produit de votre vente, c'est-à-dire que ce que la holding aura récupéré comme cash si vous vendez votre société, eh bien, vous pourrez le réutiliser en totalité sans, encore une fois, le distribuer aux actionnaires bénéficiaires. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles, alors ça se fait évidemment dans toutes les familles qui ont des fortunes importantes, tous les entrepreneurs qui ont réussi, un peu les serial entrepreneurs qui créent, qui revendent, etc., eh bien très souvent, ils mettent dans leur capital leurs enfants, tout simplement pour pouvoir transmettre petit à petit, mais transmettre une partie de leur patrimoine à leurs enfants ou à leurs conjoints. On peut amplifier, dynamiser ce schéma, on garde les mêmes éléments, sauf que si la holding est endettée, donc dans l'exemple que je vous donne, si la holding, par exemple, s'est endettée pour acheter les parts de votre société, ce qui vous permet au passage d'encaisser 100 000 euros en prenant le contrôle, en gardant le contrôle de votre entreprise. Donc ça, c'est des schémas qui sont très pratiqués, notamment par les professions libérales dans le secteur médical, lorsque les médecins ont entre 40 et 50 ans, et bien souvent ils font cette opération de se racheter à eux-mêmes leur propre clientèle, ce qui leur permet de dégager du cash tout en gardant bien évidemment le contrôle de leur activité. Bon, mais si vous faites ce schéma d'association de votre conjoint et qu'en plus de ça, vous endettez la société, vous comprenez bien qu'il y a un levier, un deuxième levier qui va s'activer, en plus de la valorisation de la société, qui est le levier du désendettement. Au fur et à mesure que vous allez désendetter votre structure, eh bien, vous allez transmettre une partie quelque part de ce désendettement à votre conjoint. Donc l'effet, là, il est double. Il est non pas de 50 000 euros, mais il est à la fin du remboursement de l'emprunt, on viendra rajouter la valeur de ce qui aura été remboursé, donc un patrimoine de 150 000 euros que vous partagerez dans l'exemple ici avec le conjoint qui a 20%, eh ben, c'est quelque part, c'est la transmission d'un patrimoine de 30 000 euros. Tout ça, évidemment, est parfaitement indolore fiscalement, puisqu'il n'y a pas d'acte de transmission, de succession à rédiger. Voilà, donc ça c'est le troisième avantage de la holding, c'est le fait de pouvoir transmettre une partie de son patrimoine professionnel à son conjoint ou à ses enfants. Quatrième avantage fiscal, la holding paradis fiscal. Alors ça, c'est vraiment exceptionnel. Je vous raconte juste la petite histoire, c'est que quand j'ai commencé moi à être expert comptable dans les années 95, à l'époque, on parlait beaucoup de paradis fiscaux, on parlait de créer des holdings au Luxembourg, ce qu'on appelait des SOPARFI, voilà, des structures qui avaient des noms un peu barbares, un peu techniques. Ça coûtait une blinde de les mettre en place, il fallait passer par des avocats, des fiscalistes, il fallait se rendre au Luxembourg, rédiger des statuts, etc., etc. Et c'était justifié puisque les plus-values des holdings luxembourgeoises étaient exonérées d'impôts. Alors, Luxembourg, Panama, il y a tout un tas de belles adresses comme ça, souvent des îles qui permettent de ne pas payer d'impôts sur les plus-values. Eh bien, la donne a complètement changé en 2008, il me semble, lorsque la France s'est mise à exonérer d'impôts sur les plus-values les titres détenus les titres de participation détenus par les holdings et plus généralement par toutes les sociétés.
c'est un article 219 I du Code général des impôts, qui est passé assez inaperçu lorsqu'il est sorti. Pourtant, c'était vraiment, nous, experts comptables, on a halluciné, personne ne s'attendait à ce que ça se fasse de cette façon-là. Eh bien, ça a complètement changé les stratégies fiscales des fiscalistes français. Et d'un seul coup, si vous voulez, tous les trains de contribuables qui allaient au Luxembourg, eh bien, se sont vidés. Les gens ont créé des holdings en France et à l'époque, en 2008 et jusqu'en 2015, eh bien, les plus-values étaient totalement 100% exonérées d'impôts. Vous allez voir que ça a un petit peu bougé aujourd'hui, mais 100% exonéré d'impôts, ça voulait dire que le paradis fiscal était sur notre territoire en France. Et je vous le dis encore une fois, ça a été très peu, il y a eu très peu de communication là-dessus. Même aujourd'hui, c'est encore assez peu connu. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 2018, parce que avant c'était encore plus simple, les plus-values de titres de participation sont exonérées d'impôts sur les sociétés, à l'exception d'une quote-part de 12% pour les frais et charges financières. Elles sont donc exonérées d'impôts sur les sociétés à hauteur de 88%. Alors avant 2018, c'était pas 12%, c'était 8%, avant c'était 5%, et avant il n'y avait pas du tout de quote-part de frais et charges. Donc aujourd'hui, la plus-value réalisée par les holdings sur les ventes de titres, elle est exonérée à hauteur de 88%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la seule condition, c'est que les titres, hein, c'est très important, ça a été gardé au moins 2 ans. Voilà, 2 ans. Hein. Vous gardez les titres 2 ans dans la holding, lorsqu'elle les revend, il y a cette exonération d'impôt sur les sociétés. Donc, on prend un exemple concret, vous faites une plus-value de 100 000 euros lors de la vente de votre société, vous vendez ça 100 000 euros, supposez que le capital de départ était de 1 000 euros, bon, donc ça ferait une plus-value de, on va dire que vous vendez 101 000 euros pour avoir une plus-value de 100 000 euros. Si vous êtes actionnaire en direct, que vous n'avez pas de holding, vous allez payer aujourd'hui la flat tax, 30%. Donc ça n'a jamais été aussi faible, hein, je vous le répète. Avant la flat tax, c'est-à-dire avant la réforme mise en place par Emmanuel Macron, le coût fiscal des cessions de titres, ça pouvait monter à 65% du montant de la plus-value. D'accord? Donc, d'un seul coup, on est passé de 65%, taux maximum, quand vraiment on cochait toutes les mauvaises cases, jusqu'à là, on est à 30%. Donc, c'est déjà pas mal, mais vous allez voir qu'avec les holdings, c'est bien mieux. Donc, dans ce cas-là, aujourd'hui, avec la flat tax, il vous resterait 70 000 euros. Avec une holding, vous faites la même plus-value, 100 000 euros, eh bien, vous allez payer de l'impôt sur les sociétés à 26,5% sur les 12% et une exonération sur les 88%. Donc, ça veut dire que l'impôt sur les sociétés réelles sur la plus-value, c'est 4%. Je ne sais pas si vous avez tous bien compris. 12%, puisque l'impôt n'est calculé que sur les 12% réintégrés, là, 12% pour frais et charges, l'impôt qui est de 26,5%, ou de 15% d'ailleurs jusqu'à 38 120 euros, eh bien, au final, ça revient à un impôt sur les sociétés effectives de 4% sur le montant total de la plus-value. Donc, 4 030 euros. Donc, vous voyez qu'avec une holding, après avoir vendu vos titres, il vous reste 95 970 euros. Alors que si vous les déteniez en tant que personne physique, il vous resterait 70 000 euros. Donc, ça fait quand même une différence de 37%, c'est quand même pas une mince affaire, c'est très important. Alors, vous allez me dire, parce qu'il y en a qui connaissent déjà un peu le sujet, oui, mais s'il n'y a pas de holding, vous détenez l'argent, c'est vous, personne physique, donc cet argent, vous l'avez sur votre compte en banque en tant que particulier et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et si c'est la holding qui fait la plus-value, eh bien cet argent, il est dans la holding, c'est donc pas vous qui détenez l'argent. L'argent, il est quelque part bloqué à la société. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. C'est la raison pour laquelle ce schéma, il marche particulièrement bien pour les gens qui sont un peu des serial entrepreneurs, des jeunes qui aujourd'hui ne savent pas ce qu'ils pourront
dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Donc, la partie des entrepreneurs qui ont moins de 40 ans sont plus concernés par ça, parce que parce que la probabilité qu'ils revendent leur structure est plus importante que ceux qui ont 50 ans, 55 ans ou 60 ans, et surtout la probabilité qu'ils doivent réinvestir. Donc, avec la holding, l'avantage énorme, c'est que le réinvestissement qu'ils vont faire suite à la vente de leur première société, s'ils le réinvestissent dans un deuxième projet, ce qui est souvent le cas, eh bien, vous voyez que ce qu'on appelle le frottement fiscal est très faible avec la holding, alors que s'ils l'avaient fait à titre de particulier, eh bien, de toutes les manières, ils auraient fait un chèque de 30% aux impôts. Alors, la solution, la meilleure solution, moi ce que je fais, ce que j'ai toujours fait depuis 2008 pour arbitrer entre ces deux extrêmes, et puis on ne sait pas vraiment quel prix on va vendre les titres de son entreprise dans 5 ans, dans 10 ans, on ne sait pas quelle sera l'évolution de la fiscalité, parce qu'elle évolue très vite, vous l'avez vu forcément sur la fiscalité des particuliers. Aujourd'hui, on est redescendu à 30%, mais demain, s'il y a un changement de gouvernement, ça risque de remonter. Eh bien, j'applique une règle très simple qui a toujours très bien marché, c'est que j'investis pour 50% via ma société holding et j'investis pour 50% en tant que particulier. Ce qui fait que quand je vends les titres des sociétés que j'ai créées ou dans lesquelles j'ai investi, eh bien, il y a la moitié de cet argent qui me revient directement et je peux l'utiliser à titre personnel comme je veux. Et puis il y a l'autre moitié que je remets en circuit pour investir dans d'autres entreprises ou dans de l'immobilier. Voilà, vous savez tout. Donc après, chacun fait un peu ce qu'il veut, mais cette règle, 50-50, elle permet de pouvoir choisir le jour, encore une fois, où vous devez céder des titres, même pas forcément céder votre entreprise, mais si vous vous associez, vous pouvez vouloir céder 10, 15, 20% de votre capital, eh bien en ayant ces deux moyens, ces deux cases d'investissement, ces deux statuts d'actionnaire, ces deux régimes fiscaux, eh bien, vous pourrez choisir celui qui est le plus favorable à vos besoins, qui répond le mieux à vos besoins. Voilà. On continue. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc je vais y répondre. Soyez patients. Je termine juste parce qu'il y a peut-être là aussi des réponses que je vais vous présenter dans les prochains slides. Alors, voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc, vous comprenez, ça c'est un schéma qui résume tout. Exonération des plus-values sur les ventes de titres. Vous vendez votre société. L'impôt société sur la plus-value, c'est 4%. Il reste 96% du prix de vente dans la société. Encore une fois, si vous avez détenu les titres au moins 2 ans. Et vous allez voir, je vais vous montrer des choses vraiment exceptionnelles, extraordinaires, qui a énormément de valeur. Je ne vous cache pas que quand on a préparé ce webinar, eh bien, on s'est demandé s'il ne fallait pas qu'on fasse une formation là-dessus. Maxime, qui m'a aidé, me disait hier, il me disait, c'est quand même de la grosse valeur, est-ce qu'on n'aurait pas dû mettre ça dans une formation? Donc là, c'est gratuit pour le moment, on en profite. Je vais vous montrer comment on peut avoir une exonération 100% lors de la vente des titres, 100%. Ça arrive tout de suite. Comment créer une société holding? Il y a 3 façons de créer une société holding. La première, c'est très simple, c'est lorsque vous créez votre première société, eh bien, vous créez une holding avec un capital de 1 000 €. Cette holding, par exemple, elle-même investit dans le capital de votre société nouvelle, qui peut avoir également un capital de 1 000 €. Donc, vous superposez 2 structures qui ont le même capital. Il n'y a rien de plus simple. Ça vous coûte simplement 2 fois les coûts de création, mais c'est la façon la plus simple de faire si vous êtes ambitieux et que vous, dès le départ, vous savez que vous allez être un peu dans cette histoire, ce parcours d'investir et de céder les parts de votre société ou de faire entrer des investisseurs. La deuxième façon de créer une holding, alors là, notez bien, parce que là, on monte haut, encore une fois, d'un point de vue technique, mais vraiment, je vous l'explique d'une façon simple. La holding crée une holding à partir de sa société en créant ce qu'on appelle une holding par le haut. Une holding par le haut, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez une société, vous n'avez pas de holding, vous avez votre entreprise que vous avez créée il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, peu importe. Supposons qu'elle fasse
100 000 euros de chiffre d'affaires et qu'elle ait une valeur de 50 000 euros. Eh bien, créer une holding par le bas, pardon, par le haut, ça consiste à transformer votre société actuelle en société holding en apportant votre activité dans votre société A, vous l'apportez comme si vous accouchiez, pour ça qu'on dit par le bas, imaginez que vous accouchiez d'une nouvelle structure dans laquelle vous allez loger votre activité. Vous faites ce qu'on appelle un apport en nature de votre activité dans une nouvelle société. Et là, la chose qui est déjà l'énorme avantage de l'opération, c'est que la société que vous allez faire naître, elle va avoir pour capital social la valeur de votre activité. Donc, par exemple, 50 000 euros. Donc, vous allez créer une nouvelle société dont le capital va être de 50 000 euros sans que vous ayez 1 euro de capital, 1 euro de cash à apporter. Alors, pour ça, il faut faire intervenir un commissaire aux apports qui va faire un petit rapport qui va attester de la valeur de votre entreprise. Il va mettre un coup de tampon. Son rapport, vous allez au greffe, vous l'envoyez au greffe, annexé à vos statuts, et ça suffit à valider le montant du capital de votre filiale. Bon, ce n'est pas l'objectif principal de l'opération, ce n'est pas de créer une filiale avec un gros capital, mais notez-le, ça vous permet très facilement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui l'ont fait, pour affirmer une assise financière plus importante, eh bien, de filialiser comme ça leur activité. Donc ça, vous créez la société B en faisant apport en nature d'une branche d'activité, de votre activité en totalité, si nécessaire, et la société A devient une holding. Donc elle garde le même numéro SIRET, elle garde le même capital social, elle garde les mêmes actionnaires, mais elle devient holding, elle détient 100% des titres de la société B. Vous voyez, c'est très simple, ça s'appelle holding par le haut. Donc, si aujourd'hui vous n'avez qu'une seule société, eh bien, vous avez cette possibilité de filialiser votre activité en faisant un apport en nature et en créant votre structure. Filiale 100%. D'accord? Ça, c'est holding par le haut. La deuxième chose, vous allez voir, ça va être de faire une holding par le bas. Donc, holding par le haut. Holding par le bas. Et vous allez voir que ce qui est formidable avec la holding par le bas, c'est que ça permet de créer là aussi un capital plus important sans débourser 1 euro. Mais cette fois-ci, on va créer le capital au niveau de la holding. On va gonfler le capital au niveau de la holding. On part de votre société que vous avez actuellement. Supposons que dans cet exemple-ci, elle vale 100 000 euros. D'accord? Votre entreprise, elle vaut 100 000 euros, même si son capital est de 1 000 euros parce que vous avez créé votre entreprise il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, et que le capital de départ, c'était 1 000 euros, il n'y avait pas de chiffre d'affaires, donc ça valait son capital social. Aujourd'hui, votre entreprise, elle vaut, on ne va pas faire un webinaire sur la valorisation de l'entreprise, mais sa valeur dépend en grande partie de votre chiffre d'affaires et également de votre rentabilité. D'accord? Donc, supposons qu'aujourd'hui, elle vale 100 000 euros. Eh bien, votre société A, vous allez l'apporter, cette fois-ci, vous allez l'apporter à la holding. Vous allez créer une holding, et au lieu d'apporter un capital en numéraire, c'est-à-dire du cash que vous allez déposer sur un compte bancaire bloqué comme ça se fait normalement, vous allez faire une opération d'apport en nature. Donc, vous allez demander à un commissaire aux apports de vous faire un rapport, de mettre son coup de tampon. Et ce rapport, ça va être l'élément qui va crédibiliser, qui va acter de la valeur du capital que vous apportez à la holding. Donc, si la valeur c'est 100 000 euros, eh bien, vous allez créer une holding avec un capital de 100 000 euros. Vous voyez, c'est holding par le bas. J'ai ma société en bas, je l'apporte à la holding qui va être au-dessus. C'est pour ça qu'on dit créer une holding par le bas. C'est la deuxième façon de faire. Vous voyez que tout à l'heure, on crée un capital, on augmentait le capital de la filiale en faisant un apport en nature par le haut. Et dans ce cas-là, on augmente le capital social de la holding en faisant un apport en nature par le bas. Le capital social de la filiale ne bouge pas. Voilà. Bon, c'est un peu technique. C'était la partie un peu technique du webinaire, mais j'espère que vous avez compris. En tous les cas, c'est vraiment pas simple à comprendre, mais c'est quelque chose qui est courant. En tous les cas, ce sont des opérations courantes qui se font
et que l'on fait, quelle que soit la taille de l'entreprise. Alors maintenant, comment être totalement exonéré d'impôt sur les sociétés à la revente? Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises. C'est l'opération d'apport-cession. Alors, regardez bien, l'opération d'apport-cession, ça va consister à créer une holding par le bas. Donc, on reprend exactement les données de l'opération dont on vient de parler. Vous apportez les titres de votre société, vous apportez une holding, et cette holding, elle va vendre les titres. D'accord? Donc, supposons que vous faisiez l'apport là au mois de, on est au mois de novembre, vous faites l'apport de vos titres au mois de novembre et en janvier, février, mars de l'année prochaine, vous vendez vos titres. La holding vend ces titres euh, à la même valeur euh, que la valeur retenue lors de l'apport en nature. On suppose donc que la valeur de votre entreprise, elle n'a pas changé entre maintenant et dans 3 mois, dans 4 mois. D'accord? Eh bien, la holding, elle revend, vous voyez bien, elle revend les parts de la société le même prix que elle les a entre guillemets achetées. Elle ne les a pas achetées, elle les a reçues. D'accord? Donc, dans les comptes de la holding, il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de plus-value, puisqu'elle a des titres qui sont valorisés à la valeur de l'apport en nature, 100 000 euros, et elle revend ces titres 100 000 euros. Et là, c'est magique, il n'y a pas de plus-value, donc il n'y a pas d'impôt. C'est ce qui s'appelle l'opération d'apport-cession. C'est parfaitement légal. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette opération, eh bien, il y a ce qu'on appelle une plus-value en sursis d'imposition, c'est-à-dire que lorsque vous, actionnaire de la société A, vous apportez vos titres à la holding, vous n'êtes pas imposé. Ce n'est pas une opération qui est imposable. Vous serez imposé le jour où vous vendrez les titres que vous détenez dans la holding. Mais encore une fois, regardez bien le schéma. Dans ce schéma-là, la holding ne vend pas les titres. Pardon, vous ne vendez pas les titres que vous détenez dans la holding. Donc, au moment de la revente, puisque vous êtes toujours actionnaire de la holding, puisque vous ne revendez pas vos titres de holding, vous êtes en sursis d'imposition. Vous paierez votre impôt sur le revenu lorsque vous vendrez les titres de la holding, c'est-à-dire probablement en fin de carrière ou lorsque vous liquiderez la holding quand vous partirez à la retraite. C'est une opération d'apport-cession. Ça permet de vendre les titres d'une société sans payer 1 euro d'impôt sur les sociétés. Il y a plein d'entrepreneurs qui le font. Moi, je l'ai fait 2 fois. Voilà, j'ai été contrôlé fiscalement. Ça ne pose aucun problème. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que la création de la holding ne se fasse que dans le but d'éviter l'impôt. D'accord? Il ne faut pas que ce soit ce qu'on appelle un abus de droit. Un abus de droit, c'est d'utiliser un texte qui est parfaitement légal, donc en l'occurrence des textes fiscaux ou un schéma fiscal dans le seul but de ne pas payer d'impôt. Donc ce serait un abus de droit si par exemple vous créez la holding, vous faites l'opération et puis vous ne refaites rien des 100 000 euros qui sont dans la holding. Si au contraire derrière vous réinvestissez le produit de la vente, les 100 000 euros dans les 2 ans, dans les 3 ans, dans les 4 ans, en une fois ou en plusieurs fois dans d'autres projets entrepreneuriaux, eh ben, le schéma, il est parfaitement légitime, il est parfaitement justifié fiscalement. C'est simplement une gestion intelligente, une gestion fiscale intelligente de votre patrimoine. Vous projetez de céder votre entreprise plutôt que de payer de l'impôt et de vous retrouver avec un revenu net. Vous choisissez, vous formulez l'option de cette opération d'apport en nature pour pouvoir réinvestir la totalité du produit de la vente dans des nouveaux projets que vous allez faire. Voilà, ça c'est vraiment l'opération un peu magique fiscalement que permettent de faire les holdings. Alors, si vous consultez des avocats, des fiscalistes, ben, la plupart d'entre eux vous diront que c'est parfaitement légal. Le tout, c'est de veiller à avoir une vraie activité derrière de holding, donc de réinvestissement dans d'autres projets. Voilà, ça c'est un point très très important, c'est la cerise sur le gâteau des avantages fiscaux de la holding. Plus-value 0, IS 0. Combien ça coûte une holding? Là, on reste dans le
pratico-pratique, eh bien, une holding, c'est une société, donc il y a un peu de comptabilité. Il faut compter des honoraires d'expertise comptable pour faire la compta, le bilan, etc. Entre 600 et 1000 euros. Sachez que chez Sobiz, on a une offre à partir de 49 euros pour les petites holdings qui n'ont pas trop d'activité. S'il y a plus d'activité, il faudra payer un peu plus, c'est normal, c'est du temps. Un peu de suivi juridique aussi, un peu de documentation, même si vous êtes seul actionnaire, vous pouvez être seul actionnaire dans votre holding, hein. Vous n'êtes pas obligé de cocher et d'optimiser tout ce que je vous ai présenté. Donc s'il y a du suivi juridique, ça peut vous coûter entre 300 et 500 euros par an, moins si c'est vous qui le faites. Une contribution foncière des entreprises, ça dépend des communes, mais il y a des CFE, en général, c'est supérieur à 250-300 euros par an. Donc ça coûte à peu près quand même 1200-1800 euros par an. Donc il faut le savoir parce que si vous créez une holding pour revendre dans 10 ans, dans 15 ans, vous risquez de m'appeler entre-temps en me disant « bah ouais, mais ça me coûte quand même 1000-1200 euros et au bout de 10 ans, ça m'aura coûté 15 000 euros sans que ça ne me rapporte rien ». Alors c'est vrai, donc la holding, elle a un coût, sachez-le. Coût de création, bon, bah, si vous faites une opération simple de création de holding, donc vous rédigez des statuts très simplement, eh bien, ça coûte le coût de création de l'entreprise, donc à peu près 500 euros. Et si vous faites une holding par le haut, hein, dans laquelle il y a une opération de commissariat aux apports, eh bien, le commissaire aux apports plus un traité d'apport qui doit être rédigé, ça peut représenter entre 3 000 et 5 000 euros, tout compris. Bon, ce sont des fourchettes, hein, larges, mais voilà, ça vous montre un peu quand même qu'une holding, attention, c'est un coût, donc il ne faut pas monter ça n'importe comment et y aller trop vite, hein. C'est un choix structurant qui doit être réfléchi et voilà, c'est pour ça qu'on a fait ce webinaire. J'espère que vous en savez maintenant plus que vous n'en saviez il y a une demi-heure. Je vais essayer maintenant de répondre à vos questions. Pour ça, je consulte les questions. Donc, je vais les reprendre d'un point de vue chronologique. Alors, quelles sont les questions qui ont été posées? Ginessès qui détient, Xavier, 74% d'une SARL et 90% des droits aux bénéfices, est-ce considéré comme une société mère ou holding pour le SIE? Bah, c'est une holding, ça c'est sûr. Société mère, ça n'a pas de... alors il y a le régime mère-fille. Il y a plusieurs régimes fiscaux. Est-ce que vous parlez de l'intégration fiscale? Est-ce qu'on parle de l'intégration fiscale? Il y a un autre sujet dont je n'ai pas parlé, qui est l'optimisation fiscale des bénéfices des holdings et des filiales. C'est-à-dire que ce que vous pouvez faire, c'est que si votre holding perd de l'argent et que votre société d'exploitation gagne de l'argent, eh bien, vous pouvez fusionner les résultats fiscaux, les bénéfices et les pertes avec le régime de l'intégration fiscale. Pour ça, il faut que la holding détienne au moins 95% du capital social de sa filiale. Voilà. Et puis, si la holding détient plus de 10% du capital de la filiale, eh bien, les dividendes qui remontent de la filiale sont exonérés d'impôts sur les bénéfices. Donc ça, c'est le régime des sociétés mère-fille. Voilà, j'espère y avoir répondu. Conseillez-vous de mettre les enfants à 95% dans la holding avec par contre aucun pouvoir de décision? Là, si vous faites ça, vous risquez de tomber sous le coup de l'abus de droit. C'est-à-dire qu'en effet, vous leur donnez 95% pour leur permettre de ne pas payer d'impôts sur la société dans un but de vous pousser à l'extrême l'optimisation fiscale sur la transmission du patrimoine sans droit de succession. Non, 95% c'est plus que borderline, je vous le déconseille. Vos enfants, et en plus de ça, s'ils n'ont pas de pouvoir de décision, eh bien, il faut qu'ils restent minoritaires. Donc, je vous conseillerais plutôt d'être très très prudent. Je n'ai pas tous les éléments de votre cas sous les yeux, mais je dirais les enfants, surtout s'ils
qu'ils n'ont pas le droit de décision, le fisc vous demandera de justifier pourquoi vous leur avez conféré un tel pouvoir, ou du moins que vous leur confiez une telle valeur patrimoniale. Donc une filiale pour monter un déficit à hauteur de 88% du bénéfice de sa holding. Ouais, alors non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Les 88%, c'est l'exonération des plus-values sur les cessions de titres. J'ai expliqué. Y a-t-il un avantage de créer une holding si on a une EURL pour optimiser la rémunération du dirigeant? Eh bien, si vous êtes en EURL, non, puisque si vous êtes en EURL, vous bénéficiez déjà du régime des travailleurs non salariés. Donc, il n'y a pas de raison, vous ne gagnerez rien à créer une holding au-dessus en ce qui concerne les rémunérations du dirigeant. Avec la holding par le haut, est-ce que du coup, on se débarrasse des dettes ou des déficits de la société A? Non, on ne se débarrasse de rien du tout. Par la holding, par le haut, tout est transmis à la filiale. Donc, alors attendez, au niveau des dettes, tout est transmis. Et au niveau fiscal, par contre, les déficits fiscaux de la société A initiale restent dans la holding, si elle a une activité d'animation. Si 2 ans après la valorisation est divisé par 2, le capital de la holding reste le même. Oui, le capital de la holding reste le même. Par contre, au niveau de la holding, non, oui, tout à fait, il reste le même. J'étais en train de réfléchir sur le schéma de holding par le bas, mais si 2 ans après, eh bien, le capital est divisé par 2, la valorisation est divisée par 2, pour une raison X ou Y, le capital reste le même. Si c'est parce qu'il y a eu des pertes, eh bien, vous allez avoir des pertes qui vont s'inscrire dans les comptes et qui vont diminuer les capitaux propres de l'entreprise, mais il n'empêche que son capital social restera le même, et le capital social, il est gravé dans le marbre une bonne fois pour toutes au moment de l'opération, et après, si l'entreprise gagne en valeur, eh bien, le capital ne bouge pas, et si l'entreprise perd de la valeur, eh bien, le capital ne bouge pas non plus. Voilà, comment fait-on entrer des actionnaires conjoints enfants dans la holding par une création de holding par le bas? Cela suppose une cession de titres. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas de moyen en faisant l'opération de holding par le bas de faire entrer les actionnaires, sauf évidemment à ce que vous leur offriez, vous mettez un petit capital, holding par le bas, aucune possibilité. Holding par le haut, il suffit de leur donner une partie du capital social de départ. Donc vous pouvez créer une entreprise avec un petit capital.